Salut bande de nazes! J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai retrouvé l'adresse de mon coiffeur. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, je voulais vous parler de ma carte la plus puissante au monde, la RTX 3090 Ti. Elle est tellement puissante qu'on a décidé de la fabriquer très loin des États-Unis. Du coup, on a cherché un endroit, loin, tranquille et peu peuplé. On a trouvé une petite île paisible du nom de La Palma. Du coup, on a lancé à fond la production de la RTX 3090 Ti à La Palma, bien entendu. Et voilà, un peu moins d'un mois, on a lancé les premiers essais. Le problème, c'est que nous n'avons plus aucune nouvelle de notre usine à La Palma. Nos ingénieurs ont mis en route la RTX 3090 Ti et depuis silence radio. Donc si vous avez des nouvelles, contactez-moi. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors je vais parler de quoi aujourd'hui? Je vais parler de Switch OLED et de son dock, le dock à 4K 60 fps, qu'est-ce que ça cache? Et puis l'écran OLED, je vais revenir dessus. Je vais parler de Battlefield 2042, j'ai testé la bêta version rapidement, mais je vais vous dire ce que j'en pense, mes premières impressions. Je vais parler également de Nvidia DLSS rapidement. Je vais parler aussi de AMD Windows 11, vous allez voir, il y a quelques petits soucis on va dire entre les deux, quelques petits soucis de cohabitation. Je vais parler aussi de Facebook, et oui, Facebook qui a pas mal de problèmes en ce moment, avec une lanceuse d'alerte qui dénonce les pratiques de Facebook, avec cette panne géante qui a duré 6 heures, avec un potentiel piratage. Alors avant de commencer cette vidéo, et quelques petites news en introduction, eh bien écoutez, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et si vous êtes intéressé par cette chaîne, et surtout vous pouvez vous abonner également à mon Insta ou à mon Twitter, comme ça vous aurez les informations sur les nouvelles vidéos et les sujets qu'il va y avoir à l'avance. Donc c'est en description en dessous. Sinon, une première nouvelle intéressante, Anakin Age of Albulvia, je vous en ai déjà parlé de ce jeu, un indé qui fait en dehors de son temps de travail un jeu qui est très intéressant, type Zelda, sur Unreal Engine 4. Eh bien, il y a un live organisé sur une chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Asphar VR, qui va faire un live ce dimanche à 22h30 sur ce jeu. Donc n'hésitez pas à y participer, c'est toujours sympathique dans les lives d'avoir du monde. Comme ça, vous en saurez plus sur ce jeu et vous pourrez discuter en direct. Donc je vous répète, live sur le jeu d'Anakin Age of Albulvia, dimanche 22h30 sur la chaîne de Asphar VR, ce sera en description également. Petite news humoristique sur le nouveau patch qui arrive de la PS5. Et oui, il y a un nouveau firmware qui arrive sur la PS5, aujourd'hui même, enfin quand je tourne cette vidéo. Donc c'est le 21.02.04.02.00, nouveau firmware qui contient, on n'en sait rien, voilà. Donc c'est ça le point humoristique je trouve, c'est que il y a à peu près 1 gigaoctet de données, et on ne sait pas ce que font ces 1 gigaoctet. Vous savez que j'ai un petit problème avec la communication Sony des fois, et bien voilà, c'est un peu flou, ce n'est pas très transparent, mais j'espère qu'on en saura plus bientôt sur ce nouveau patch, sur ce nouveau firmware qui arrive juste après le précédent en l'occurrence. Le mot « la palissade », c'est-à-dire une affirmation ridicule parce qu'elle est trop évidente. Alors il ne s'agit sûrement pas du VRR et du ALLM, je vous rappelle qu'il est en Chine actuellement, on va dire en installation en Chine sur les XH90 et X900H. On en saura plus, j'espère, très bientôt d'ailleurs sur ce firmware, mais j'espère savoir ce que fait ce firmware sur la PS5, ce nouveau firmware, pour en apprendre un peu plus. Battlefield 2042, écoutez, j'ai essayé rapidement. Écoutez, il y a quand même quelques bugs de collision, j'étais assez surpris, j'ai eu pas mal de bugs de collision, de problèmes de collision, vous savez, de traversées, de murs, etc. Bon, c'est en bêta, on verra effectivement si tout ça s'est corrigé d'ici la fin. C'est du Battlefield, ça il n'y a pas de problème, il y a de nombreux véhicules, alors il y a beaucoup plus de véhicules, même je dirais effectivement que dans le précédent Battlefield. On voit beaucoup d'engins volants en l'occurrence, il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de véhicules terrestres aussi. Il y a des grappins qui permettent effectivement de traverser des zones. Il y a donc des nouveautés quand même, il y en a quelques-unes. C'est très dynamique, c'est comme d'habitude du Battlefield. On peut jouer à 128 sur une zone, donc c'est multiplié par 2 par rapport au précédent Battlefield. Donc ça commence à faire du monde quand même, ça commence à faire du volume. Après, j'ai rien trouvé d'extraordinaire pour l'instant, mais je n'ai fait qu'une seule carte par rapport au précédent. Ce que je veux dire par là, c'est que visuellement parlant, c'était joli, il ne faut pas non plus exagérer, mais ça ne m'a pas claqué la rétine pour l'instant par rapport au précédent. Je verrai sur les différentes cartes s'il y a différentes cartes proposées. Effectivement, par contre, sur les flaques d'eau, il y avait de la réflexion, type ray tracing. Mais sinon, pour le reste, je n'ai rien vu d'extraordinaire.
mais en même temps c'est quand même très beau. Donc voilà, le comparatif est difficile à faire pour le moment, donc je me réserve des comparatifs pour plus tard. Petite note sur le Nvidia DLSS. Alors sur le jeu Fist, Forget in Shadow Torch, eh bien on a augmenté de 3 fois les FPS, c'est-à-dire que sur une RTX 3060 Ti par exemple, on dépasse les 60 FPS avec Ray Tracing et tout au maximum dans le jeu. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, c'est Nvidia qui fait sa promotion de son DLSS, bien entendu, qui continue à implémenter le DLSS sur tous les jeux qui passent, parce qu'ils veulent concurrencer, bien entendu, le FSR de AMD principalement. Et donc, ils disent qu'ils ont vraiment accéléré le jeu, en particulier en 4K. Alors, on ne sait pas, par contre, quel DLSS est utilisé. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs modes en DLSS, dont un mode qualité, mais aussi un mode performance, un peu l'équivalent du FSR. Est-ce qu'ils ont utilisé le mode performance, ce qui expliquerait les x3, ou ils ont utilisé le mode qualité, ce qui serait là par contre juste exceptionnel, parce que là on a une vraie qualité type proche 4K native, et si on multiplie par 3 fois les performances, c'est quand même assez extraordinaire. Ils disent aussi avoir implémenté le Nvidia Reflex. Vous savez, le mode Reflex, ça permet de diminuer les latences entre ce que vous voyez à l'écran et ce que vous faites vous sur le clavier, vos actions sur le clavier souris ou sur un joystick. Et donc, ils disent avoir gagné énormément en latence grâce au Nvidia Reflex, alors technologie, en particulier sur les petites cartes, comme les GTX 1660 Super, où ils diminuent carrément de quasiment 2 fois la latence. Et ils disent avoir utilisé du Ray Tracing DXR dans ce jeu, ce qui est quand même assez énorme parce qu'il y a de la global illumination dedans, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un simple Ray Tracing sur quelques surfaces d'eau, plus bien entendu la réflexion et d'autres phénomènes en termes de Ray Tracing, c'est-à-dire un Ray Tracing vraiment poussé. Et tout ça donc avec des performances multipliées par 3 grâce au DLSS. Donc écoutez, on verra effectivement les tests d'indépendants et on verra effectivement ce que ça amène qualitativement parlant. Alors AMD, AMD c'est le divorce avec Windows 11 en particulier. C'est marrant parce qu'actuellement ils travaillent avec Windows, vous savez, AMD pour les TensorFlow versus le DirectML. Et bien là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que grosso modo, ils ont eu des problèmes à l'apparition de Windows 11 avec tous les processeurs Ryzen et d'autres processeurs sur AMD. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème sur la L3 Cache Infinity Cache, vous savez, qui est une spécificité des processeurs AMD qu'on ne retrouve pas chez les processeurs Intel en l'occurrence. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on perd de 5 à 15% selon les tâches spécifiques en termes de performance en passant de Windows 10 à Windows 11. Alors je vous rassure, AMD travaille déjà à un correctif pour rapidement déployer un patch qui corrigera ce problème-là. Mais vous voyez, chaque fois qu'il y a un changement, le moindre changement peut courir à des problèmes sur l'ensemble d'une gamme de processeurs ou de GPU. Passons à la Switch OLED et au nouveau dock. Je vais commencer par la Switch OLED. Il y a plein d'essais qui ont été faits avec le nouvel écran OLED de la Switch, comparativement à l'ancienne Switch, celle que je possède, et bien entendu, tous disent que c'est quand même mieux avec le nouvel écran. En particulier, les bords plus fins, ça ne coupe pas l'image. Vous savez, ça ne fait pas l'effet tableau avec une bordure épaisse, comme on a par exemple sur la Switch classique. Et c'est vrai que ça diminue l'image, cette impression de bordure. Là, il n'y en a plus. C'est comme les téléviseurs actuels, ils n'ont pas de bordure, ce qui permet d'élargir le champ de vision. En plus, on passe en 7 pouces, donc un peu plus grand en termes d'écran. Bien entendu, il est en plus OLED, ce qui veut dire que les noirs sont profonds. Et surtout, on a un contraste qui est maintenant quasi infini, comme le OLED le propose. Ce qui fait qu'en termes de luminosité, cet écran est un peu plus faible. On sait que les OLED, ils ont un peu moins de luminosité qu'un écran LCD. On avait 380 candelas par mètre carré sur l'ancienne Switch. On a plutôt 340-350 candelas par mètre carré sur l'actuelle Switch. Donc un tout petit peu moins. Et pourtant, l'impression est justement inverse. Pourquoi? Parce que comme on a des contrastes plutôt infinis, c'est-à-dire des noirs très profonds et bien entendu des blancs blancs, eh bien ça nous donne une profondeur de champ beaucoup plus importante que sur un écran où on aurait des noirs qui seraient plutôt gris. Imaginez si on avait des noirs qui étaient plutôt gris clair, du gris clair jusqu'au blanc, eh bien la profondeur de champ serait bien diminuée. On aurait certes un écran plutôt éclatant en termes de luminosité, mais finalement peu de profondeur puisque les noirs ne seraient pas noirs. Il vaut mieux un écran où on a effectivement un contraste très important plutôt qu'un écran avec un contraste modeste. C'est d'ailleurs vrai dans les téléviseurs, c'est-à-dire qu'un téléviseur qui a 1500 candelas par mètre carré, effectivement, il n'y a pas de problème, il sera bien plus lumineux que mon LG C10. Par contre, un téléviseur qui posséderait en LCD 800 candelas par mètre carré ou 850 candelas par mètre carré, par rapport à mes 700 candelas par mètre carré environ pour le LG C10, eh bien il est probable que dans de nombreuses situations, vous ayez l'impression que mon écran soit plus lumineux. C'est juste parce qu'il a un contraste bien plus grand que le LCD. Donc oui, cet écran est bien mieux, bien entendu, heureusement d'ailleurs, entre parenthèses. D'ailleurs, l'ensemble de la Switch apparemment est de meilleure facture aussi, c'est à noter, hein, c'est-à-dire que les plastiques sont de meilleure qualité, l'ensemble a été mieux pensé,
tant mieux, c'est normal, c'est une version 2 de la Switch, de la première Switch. Alors il restera le marquage à voir, j'en ai déjà parlé. Nintendo normalement a prévu ce qu'il fallait pour ne pas avoir de marquage, du moins j'espère, avec bien entendu Samsung. Mais attention, ce n'est pas la même utilisation qu'un téléviseur, ce n'est pas la même utilisation qu'un mobile. Il faut quand même se méfier, on verra sur la durée ce qui peut arriver, même si oui, la PS Vita avait un écran OLED à l'époque, et apparemment il y avait des marquages pour certaines personnes, mais c'était quand même pas l'ensemble des personnes qui ont eu des marquages. Nous verrons dans l'avenir ce que ça va donner cet écran OLED. Et par contre le dock, le dock de la Switch a été démonté, le nouveau dock, et il y a une nouvelle puce qui visiblement ferait du HDMI 2.0 au minimum, et non plus du HDMI 1.4, c'est-à-dire du 4K 60 fps. Et plusieurs rumeurs ont enflé, bien entendu vous pensez, par exemple comme quoi la Switch OLED avec un futur firmware pourrait passer peut-être en 1440p, c'est-à-dire améliorer sa résolution une fois docké pour offrir une meilleure résolution 4K sur les écrans télé. Une autre rumeur comme quoi il y aurait une Switch Pro qui arriverait bientôt. Bref, plusieurs rumeurs de ce style-là. Alors je voudrais dire que déjà la Switch OLED elle restera telle qu'elle est, c'est-à-dire en 720p non docké et 1080p docké. Elle a la même puce Tegra que la Switch classique, Tegra X1, et la puce Tegra X1 ne fait pas de DLSS et n'améliorera pas sa résolution, n'aura pas la puissance nécessaire pour faire du 1440p par exemple, même docké. Est-ce qu'il y aura une Switch Pro? Moi ça me paraît improbable, c'est-à-dire une Switch Pro qui bénéficierait de ce nouveau dock dans un avenir proche. Ça me paraît difficile parce que déjà à 350 € la Switch OLED, ça veut dire que la Switch Pro devrait être plus chère. Ceux qui ont acheté la Switch OLED actuellement, si c'est 50 € de plus pour avoir la Switch Pro, je pense qu'ils feraient la grimace. Si jamais la Switch OLED baisse parce qu'on veut une différence de prix, là aussi, ceux qui l'ont acheté actuellement feraient la grimace. Bref, je pense que la Switch Pro est malvenue dans les quelques mois à venir. Et si elle tarde trop, eh bien pourquoi ne pas faire directement un nouveau modèle? Parce que effectivement, si un nouveau modèle sortait éventuellement en 2024, 2022, fin 2022, une Switch Pro, elle serait un peu proche selon moi d'une console nouvelle génération. En termes de différence de puissance, on n'en verrait peut-être pas énormément. Alors oui, j'entends certains qui disent oui mais il faut lutter contre la Steam Deck. Et oui, la Steam Deck est apparue et ça bouscule un petit peu le jeu. Sauf que ce n'est pas le même écosystème, ce n'est peut-être même pas destiné vraiment aux mêmes joueurs. Même si c'est des joueurs qui aiment la portabilité, ce n'est pas le même style de joueur, ce n'est pas le même style de jeu. Est-ce qu'il y a une vraie concurrence? Je n'en suis pas sûr. Dites-moi ce que vous en pensez tout simplement, mais je pense que la Switch Pro ce n'est pas pour tout de suite, et peut-être même pour jamais, c'est-à-dire qu'on sortirait bientôt, peut-être dans 1 an, 2 ans, une nouvelle console entièrement nouvelle, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Alors parlons maintenant de Facebook, Instagram et tout ça. Déjà, France Hogan, donc une américaine qui travaillait au sein même de Facebook pendant 2 ans, dans les services qui travaillent contre les discriminations et aussi contre les fake news, en particulier au moment de l'élection présidentielle entre Biden et Trump. Eh bien cette personne a démissionné et a révélé, avec documents à l'appui, des choses assez troublantes sur Facebook. Un véritable petit séisme sur Facebook qui m'étonne un petit peu, parce que grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que l'entreprise Facebook privilégie davantage le profit au bien-être des utilisateurs. C'est pas vraiment une révélation pour moi. Alors oui, c'est une révélation parce qu'elle a donné des documents à l'appui. Des documents qui sont confidentiels à l'entreprise. Elle a d'ailleurs dû signer une charte pour ne pas divulguer de tels documents. Est-ce qu'il y aura des répercussions sur elle? Ça veut dire est-ce qu'il va y avoir procès? Ça m'étonnerait vu l'ampleur de l'affaire, avec les sénateurs qui se mettent dans la partie, etc., le public, etc. Ce serait malvenu de la part de Facebook, pour son image, de continuer en essayant par exemple de faire un procès envers France Hogan. Mais ceci dit, toutes les entreprises font ça, c'est-à-dire elles vont jauger le bien du consommateur, mais sans trop évidemment perdre de profit. Le tout c'est de savoir où vous mettez la jauge, profit et bien entendu bien-être consommateur. Si vous faites comme ça, ce qu'a fait un peu Facebook, là ça devient gênant. De plus, elle révèle que Facebook a caché des recherches sur l'addiction des jeunes envers les réseaux sociaux, et en particulier les siens, Facebook, Instagram et tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une addiction assez forte. Elle dit que ça peut être même comparable à la cigarette. C'est vrai que quand vous regardez les jeunes, eh bien, il y en a certains, ils sont tout le temps sur leur mobile, 24 sur 24, même, je dirais, quand ils sont dans leur chambre, tout le temps. Et donc, c'est une véritable addiction, ça c'est vrai. Et donc, il y avait des recherches faites là-dessus. Et pour Facebook, bien entendu, qu'ils n'allaient pas enlever cette addiction. C'est un peu comme les marchands de cigarettes. Ben oui, ils sont très intéressés par l'addiction parce qu'ils vendent plus. Et bien, Facebook, c'est exactement la même chose. Le dernier point qu'elle a souligné, c'est que Mark Zuckerberg, le fondateur, vous savez, de Facebook, eh bien, est un grand Manitou dans son entreprise. C'est un peu le gourou, c'est-à-dire que grosso modo, selon ce qu'elle dit, il gère tout jusqu'à l'algorithme. C'est lui qui pense les algorithmes, en tout cas qui les définit et qui définit absolument tous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise d'initiative de la part des employés. Tout passe par lui, en tout cas pour les grands sujets qui concernent Facebook.
Donc on verra comment cette affaire tourne, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une vraie remise en question des réseaux sociaux, et donc cette affaire vient à point nommé pour accentuer bien entendu les potentielles lois qui pourraient venir sur les réseaux sociaux aux États-Unis et qui se répercuteraient peut-être chez nous. Alors venons-en à la page générale. Vous savez qu'il y a eu une page générale sur Facebook, Messenger, WhatsApp et j'en passe, tout ce qui concerne Facebook, l'univers de Facebook, et même les casques Oculus étaient en panne pendant 6 heures. Alors c'était apparemment un problème de DNS, petit changement visiblement d'après ce que dit Facebook sur les serveurs de configuration qui auraient planté absolument l'ensemble du réseau. Écoutez, ça me plonge dans une simple réflexion, c'est-à-dire qu'on est très dépendant, de plus en plus dépendant de tout ce système cloud, et si ça plante, eh bien on n'a plus rien. Alors c'est vrai, effectivement, également par exemple pour tout ce qui est VOD, Netflix, Prime Video, Apple TV, etc. etc. C'est vrai également pour les jeux, regardez le Game Pass, mais également les clouds, et tous les jeux qui petit à petit sont sur serveur. Donc ce qui fait que si on plante le système, eh bien on plante absolument tout. C'est une preuve de plus, bien entendu, qu'on est très dépendant du réseau, un réseau qui est de plus en plus saturé, parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, que en plus les images, les films, les séries, les musiques, l'ensemble de ce qu'on stocke est de plus en plus volumineux, qu'on est de plus en plus nombreux par effectivement les personnes qui a de plus en plus, la fibre arrive et donc évidemment l'échange est beaucoup plus rapide. Est-ce que tout le système tiendra? On espère bien entendu, mais ça demande quand même de l'anticipation, et s'il n'y a pas d'anticipation, eh bien tout le système peut s'écrouler. Le dernier point sur cette affaire, c'est le piratage potentiel, c'est-à-dire qu'effectivement sur un site de hacker, on a vu que le site en question disait qu'ils avaient piraté 1,5 milliard d'utilisateurs de Facebook, et oui on est 3 milliards à peu près d'utilisateurs, ils en ont piraté la moitié, et que bien entendu ils voulaient revendre les données, sinon ils allaient les utiliser, etc. etc. Alors ça, il faut être prudent avec ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas trop la vérité où elle se situe. Un utilisateur par exemple a essayé d'acheter ces données, il l'a fait, il a acheté les données, il a payé pour voir, et il n'a jamais reçu quoi que ce soit le concernant. Donc est-ce que c'est parce qu'il n'était pas dans les 1,5 milliard ou est-ce que c'est simplement une fake news, un moyen, un phishing, vous savez, de façon à essayer de gagner de l'argent sans avoir pu pirater quoi que ce soit. Donc je serai prudent là-dessus sur cette information. N'hésitez pas donc à commenter toutes ces petites informations, je compte sur vous, passez un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.